Cette semaine à Planète Terre, la fin est proche. D'abord, la fin du monde qui est annoncée pour décembre 2012. Vous le savez sans doute, il y a un film catastrophe qui va sortir sur les écrans dans les jours qui viennent, qui prend prétexte de la fin du calendrier ou d'un cycle du calendrier Maya en décembre 2012 pour nous dire que ce sera la fin. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que les Mayas ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? On en discute d'abord avec la spécialiste anthropologue Louise Paradis, qui connaît bien le système calendaire, va nous en démonter les mécanismes. Ensuite, nous allons parler de la fin de la presse et de la presse française. Notre invité, Robert Namias, est l'ancien directeur de l'information de TF1, la grande chaîne privée, et il va nous expliquer en quoi la presse française est malade et qu'il serait envisageable que d'ici quelques années, il soit très difficile d'acheter un quotidien. Évidemment, il y aura toujours Internet. Alors, il faut nous expliquer pourquoi. Et en fin d'émission, Karim Benyakleff a lu pour nous un livre sur la fin de la bulle financière aux États-Unis. Et nous allons discuter brièvement de la fin possible du capitalisme. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Après la pause, la fin du monde est-elle pour 2012? Alors, comme promis, on va parler calendrier Maya. Si vous habitez sur la planète Terre à l'automne 2009, vous savez qu'un film catastrophe est sur le point d'arriver sur nos écrans, qui dit qu'en décembre 2012, c'est le titre du film, 2012, il y aura une catastrophe majeure que les Mayas avaient prévue. Bon, évidemment, c'est de la fiction, mais ça nous intéressait de savoir quelle est la science derrière ces élucubrations. Et pour nous en parler, Louise I. Paradis, anthropologue, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur au département d'anthropologie, vous vous intéressez énormément donc aux civilisations méso-américaines, précoloniales, les Mayas, les Aztèques, les Olmecs et tout ça. Vous avez publié avec vos étudiants récemment les histoires extraordinaires au pays des Balsas, au cahier d'anthropologie, et vous avez fait, entre autres, très nombreuses contributions dans cet énorme volume sur les Olmecs, Omelka, une contribution sur la contribution justement du Mexique ancien à la civilisation Olmec. Bon, alors, les Mayas, leur calendrier, pourquoi est-ce si intéressant? Qu'ont-ils inventé? Bon, d'abord, je suis très malheureuse d'avoir à vous briser les illusions de la majorité. Allez-y, allez-y. Mais je vais tout de suite le faire. Le calendrier, c'est d'abord un calendrier partagé par toutes les populations mésoaméricaines. Michael Coe, qui est un des grands savants de la Mésoamérique, dit qu'il suffit de définir la Mésoamérique en disant qu'ils ont le calendrier. Ce sont eux qui ont le calendrier. C'est le seul groupe pour l'instant de tout le Nouveau Monde qui a eu cette obsession du temps, de la mesure du temps. Et les Mayas ont poussé un petit peu plus loin la chose en ayant les mêmes cycles de calendrier, les mêmes mesures du temps, mais en ayant un système qui leur permettait de remonter à une date zéro dans le temps. Et est-ce que j'ai bien lu que la date zéro, c'est le 11 août 3114 avant Jésus-Christ? OK. C'est le 11 août ou le 10 août. Tout dépend de la corrélation que les chercheurs font entre le calendrier Maya et notre calendrier. Alors, ça varie. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une date. Parfois, c'est le 21 décembre 2012. Parfois, c'est le 23 décembre 2012. OK, on y reviendra. Mais quel est le niveau de complexité du calendrier? Le fonctionnement est en effet assez compliqué. C'est-à-dire qu'il se compose de deux cycles qui font une espèce de ronde de calendrier. Un cycle qui se compose de 13 unités avec 20 noms de jours et qui nous donne un cycle de 260 jours qui est couplé avec un autre cycle composé de 18 périodes de 20 jours qui donne 360 plus 5 jours, etc. Alors donc, pour nous donner donc un cycle qui est éternel. L'équivalent d'une année, qui est l'équivalent de 260 ou 365. C'est-à-dire que les deux cycles vont se rejoindre au bout de 52 ans. D'accord. Alors, autrement dit, ça, c'est un des cycles, ça, c'est éternel. Mais ça, c'est à partir donc de l'observation des astres qui font ces cycles-là.
Le premier, on n'a jamais su. Le Ah ouais? 260 jours, on a toujours pensé que c'était peut-être lié à le temps de mettre au monde un enfant. On ne sait pas. Mais c'est un cycle divinatoire. C'est vraiment très important pour... chaque date de ce cycle-là est donnée comme nom pour les prénoms d'un enfant. Ah, c'est d'accord. comme ça qu'on nomme Ok. les enfants. Un cycle d'à peu près 9 mois, donc. 260 jours. Oui. Tout ce que je peux vous dire. Mais c'est pas... Et le 365, ben, Et c'est le comme nous, ils ont regardé le 365 jours, soleil. c'est très, très agricole. Ouais. C'est ça, c'est certain. Bon. Bon, ça, c'est la première chose, mais ça, c'est pas important pour notre 12 OK. en question. Ça, c'est le cycle. On va parler des cycles courts. Ils ont un cycle long. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cycle long? C'est-à-dire qu'on compte le nombre de jours qui s'est passé, déroulé depuis ce point zéro. Et donc, ce point zéro, qui est le 10 ou 11 août 3113, et qui pour eux est le 13e Bactoun. En fait, ce sont des unités. Et pour eux, c'est quoi? C'est la création du monde? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi ce jour-là. C'est un calcul. C'est un calcul qui a OK. été fait. OK. C'était cette folie du calcul. Et alors, on commence un compte qui est un immense cycle composé de 13 Bactounes. Et les Bactounes, c'est à peu près une période de 400 ans. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Alors, ça voudrait dire 13 fois 400 ans, ce qui nous donne à peu près 5000 ans, en gros. Là. Donc, OK? ces périodes de 5000 ans. Après qu'on ait commencé du 13e Bactoun, on descend. Et, c'est-à-dire, on commence à 1, si vous voulez, c'est le siège 1 Bactoun. On arrive à 13, donc 5000 ans, et on arrive à la fin de notre cycle. Bon. Alors, on va recommencer un autre grand cycle de 13 Bactoun. Puis qu'est-ce qui est censé... Alors ça, Et on alors, arrive en c'est décembre la fin 2012. C'est ça. C'est la fin de C'est quoi? ça. Qu'est-ce que ça signifiait C'est pour eux, exact- les Mayas? Qu'est-ce C'est qu'ils pensaient qu'il allait se exactement passer? comme nous quand on est passé de 1000 à 2000. Oui. 1999 à 2000. Qui n'a pas pensé du tout qui, machin, je ne sais pas comment on appelle Oui, ça. le bug, le passage à l'an 2000, tout le monde était millénarisme, inquiet, ouais. machin, etc. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs, là, nous, on a vécu donc, le bug technologique, mais le passage de l'an 999 à l'an 1000, il y avait des tas de gens qui pensaient que c'était la fin du monde, les millénaristes ou le retour du Christ, etc. Mais les Mayas, eux, lorsqu'ils calculent ce cycle de 5000 ans, qu'est-ce qu'ils disent qui va se passer à la fin du cycle? Qu'il va y avoir un nouveau cycle Ils et qu'on va avoir rien. très, très, très peur. Ah, qu'on va avoir très peur. Parce que dans tout, et ça, je pense que c'est aussi chez toutes les populations, c'est-à-dire que quand on finit notre cycle de 52 ans dans le calendrier rond, là, ou le calendar round, on a très, très peur que ce soit la fin du monde. On éteint tous les feux, comme chez les Romains, comme dans n'importe quelle société. Et on a peur. On ne sait pas si on va arriver à l'année suivante. À la fin de chaque cycle, on s'inquiète, parce qu'on ne sait pas si ça va recommencer. Mais dans la pensée mésoaméricaine, on fonctionne comme cycle, et en général, ça recommence tout le temps. OK. Mais ça recommence, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura. La transition, la question est dans la transition. Est-ce que la transition sera douloureuse ou est-ce qu'elle sera harmonieuse? On a toujours peur qu'elle le soit. OK. Mais, alors, donc, les Mayas n'ont jamais vécu une fin de cycle dans l'histoire de la civilisation. Ils étaient entre moins 3114 et 2012. Voilà. Mais ils ne pensent pas aussi qu'il y a eu déjà 4 autres cycles précédents? C'est mieux connu, disons, dans la littérature avec les Aztèques des hauts plateaux, qui ont eu, on a appelé ça des soleils. Il y a eu 4 soleils. Donc, 4 périodes, mais qui étaient beaucoup moins longues que les périodes dont parle le calendrier maya. Et surtout, il n'y a pas de point de départ dans le cas ça reste assez mythique. Mais il y a certainement eu des cycles qui sont gouvernés par des dieux, qui sont habités par certains genres d'individus, où il y a des batailles qui se terminent par une catastrophe tout le temps. Toujours. D'un soleil à l'autre, il y a un point de catastrophe. Exactement, ce serait un beau titre. Oui. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que en fait, à part qu'on sache que le calendrier du cycle long des Mayas nous dise qu'en décembre 2012, c'est la fin d'un cycle, on ne peut pas se reposer sur des écrits ou des hiéroglyphes ou même une tradition orale venant des Mayas disant qu'à la fin du cycle, à part avoir peur,
on pense qu'il y aura un tremblement de terre, un changement des pôles magnétiques, quoi que ce soit. Non. Ça, tout ça, c'est de l'extrapolation fictive. C'est de la merveilleuse extrapolation. Mais c'est pas ça. Ça fait des beaux films. Ça fait des beaux films. Mais il y en a un que je vais montrer à mes étudiants cet après-midi qui s'appelle Breaking the Maya Code. Breaking the Maya Code, c'est un documentaire qui est disponible peut-être? Oui, je pourrais vous donner la référence. Okay. Mais on le mettra sur le site. Oui, excellent. Excellent film d'une 2 heures et qui raconte comment on est arrivé à déchiffrer l'écriture maya, mais qui raconte aussi comment on a déchiffré les calendriers, comment ça fonctionne. Et c'est très agréable à regarder aussi, mais c'est pas catastrophiste. Non, c'est pas catastrophiste. Et puis, mais à certains moments, donc de la fin de ces cycles, de 260 ou 365, etc., pour eux, c'était un moment où on marquait la fin du cycle par une cérémonie, la construction d'un édifice. Il y avait toujours des rituels. Des rituels. Mais alors, ce qui est assez intéressant, justement, c'est qu'on a pensé très, très longtemps que les rituels se passaient à la fin de certains cycles, comme des katouns, qui sont des périodes de 20 ans, etc., dans les sites. Mais finalement, on s'est rendu compte aussi que c'était associé à l'histoire. Alors, il y a à la fois des rituels qui vont être faits pour les fins d'année, pour les fins de périodes de temps, mais il y a aussi tout un calendrier associé aux humains et aux dirigeants aussi, qui sont des représentants des... Il va y avoir des dirigeants qui se saisissent de la fin d'un cycle pour leur propre gloire. Bon. Et les sacrifices humains ou animaux, est-ce que ça faisait partie du calendrier? Là, encore une fois, c'est moins bien connu chez les Mayas, mais certainement chez les Aztèques. Il y avait une partie des sacrifices qui étaient faits dans le contexte du temps. C'était des périodes, à la fin de chaque période de 20 jours, de leur mois. Si vous voulez, il y avait toujours des fêtes et c'était accompagné de sacrifices. C'était pas seulement le sacrifice, c'était l'ensemble. Mais en tout cas, pour la personne sacrifiée, c'était un gros événement quand même. Ah, ça, pas mal. Et puis là, mais il y a aussi des sacrifices associés justement aux dirigeants, au pouvoir, aux politiques. Il y a toujours eu les deux. Et ça servait à quoi, le sacrifice? Qu'est-ce qu'on essayait d'acheter avec ça? Mythologiquement, c'était parce qu'on allait permettre à l'univers de continuer à survivre, parce que les dieux s'étaient sacrifiés avant nous. Alors, les dieux se sont sacrifiés. Le soleil est le produit d'un sacrifice. Et le soleil a besoin du sang des humains pour pouvoir continuer à tourner dans l'univers et pour qu'il y ait de la vie. Alors, c'est un magnifique retour de la pendule, c'est le cas de dire. Louise Paradis, est-ce que vous allez voir le film 2012 ou ça ne vous intéresse pas? Certainement. Oui? Je vais certainement aller le voir. Sans bouder votre plaisir? Ah, pas du tout. Ça dépend si c'est bien fait. Je vais peut-être être déçu si c'est mal fait, mais enfin... On en a vu d'autres qui étaient pas mal bons dans le genre. Oui, après le film, est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial à la fin décembre 2012? Je vais être probablement au Mexique. C'est ce que je peux vous dire. Alors, s'il y a un séisme, vous allez être à l'épicentre du séisme. Je suppose qu'il va y avoir des gens... Plutôt dans les hauts plateaux plutôt que dans les... Oui, mais je suppose qu'il y a des gens qui vont se réunir dans des lieux mayas en décembre 2012. Mais ça risque d'être des non-mayas. Oui, tout à fait. Fort probablement. Les Mayas, je ne suis pas sûr qu'ils pensent à ça. Leur temps est plus court. Ils ont très peur des éléments, mais leur temps est plus court. Les descendants des Mayas, en ce moment, au Mexique, est-ce qu'on peut faire la lignée? Est-ce qu'il y a des gens qui se réclament de cette descendance? Oui, ça dépend des gens, là, mais il y en a qui vont parler de 5 à 8 millions. Moi, je pense que c'est pas... Mais ça, c'est des traces de sang maya, mais est-ce qu'il y a des communautés qui se disent encore porteurs de la tradition, fiers Oui. Et ça a été très, très exploré justement par certains archéologues et certaines épigraphes comme Linda Sheely et comme... mon Dieu, j'oublie son nom, mais enfin, c'est pas grave, qui vont apprendre, qui vont écouter les gens, qui vont leur apprendre aussi à se souvenir de toute cette grande civilisation, parce que c'est de la littérature orale, mais qui n'est pas nécessairement là. Mais le monde maya est très autochtone, est extrêmement engagé et encore très dynamique, vivant. Guatemala beaucoup aussi, parce que le monde maya, c'est en fait Guatemala
Honduras, Belize, Mexique. Louise Paradis, on termine toujours ces entrevues par une plage musicale. Qu'avez-vous choisi pour nous et pourquoi? J'ai choisi une chanteuse qui est à la fois mixtèque et américaine. Mixtèque, qu'est-ce que c'est Mixtèque? Mixtèque, c'est une autochtone de l'État de Oaxaca, au sud du Mexique. Est-ce que c'est pas une branche des Mayas? Bah, non. Peut-être, Ils peut-être pas. Ils se connaissent. Ils se connaissent, des cousins. Ils se connaissent. D'accord. Et qui fait de fort belles chansons qui sont à la fois donc un peu anciennes et un peu modernes. Et celle que je vais vous présenter s'appelle La Llorona, c'est-à-dire la pleureuse, qui est une fort belle chanson. Elle pleure pourquoi? Oh, elle pleure parce qu'elle aime, elle pleure parce qu'elle va mourir, elle pleure parce que... Ça sera la fin du monde en décembre 2012. Probablement, ça, je n'y avais pas pensé. C'est possible. Louise Paradis, anthropologue, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir brisé certains mythes, mais nous avoir fait quand même découvrir un aspect de cette extraordinaire civilisation maya. Alors, et nous écoutons grâce à vous, Lila Downs, qui interprète la pleureuse, la Llorona. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante. Nous sommes de retour et en profondeur cette semaine, nous allons discuter des difficultés de la presse. Alors, comme vous le savez, aux États-Unis, de grands titres sont en train de sombrer. Le New York Times aussi a fait des coupes importantes de son personnel. D'autres titres sont tout simplement disparus. Au Canada, le National Post souffre d'une baisse importante de son tirage. Au Québec, on a eu des difficultés, évidemment, au Journal de Montréal et à la presse. Qu'en est-il en France? Pour en discuter, nous avons le grand plaisir d'avoir un invité qui est un des artisans du monde de la presse, mais surtout de l'audiovisuel français, Robert Namias. Merci d'être là. Bonjour. Et Karim Beneklev, directeur scientifique du Cerium, qui va m'aider à conduire cette entrevue. Alors, Robert Namias, je vous présente plus largement. Donc, vous avez travaillé à Europe 1, donc cette radio privée libre à l'époque où la presse... la radio à la télé française était cadenassée. Vous êtes ensuite allé à TF1, la première chaîne française. Vous avez dirigé là l'information pendant de longues années. Le présentateur du journal phare, Patrick Poivre d'Arvor, est quelqu'un qui a travaillé avec vous pendant de longues années, ou pour vous, pourrions-nous dire. Et vous étiez là jusqu'en 2008. Donc, et maintenant, vous êtes conseiller spécial au groupe Publicis, qui est aussi impliqué dans les médias, et vous êtes à l'œuvre pour créer une nouvelle radio numérique. Donc, c'est un dossier que vous suivez de près. Vous avez été invité par le Cerium à donner quelques entrevues, et une phrase que vous avez dite qui nous a un peu frappé. Vous avez dit, la presse française n'est pas malade, elle est moribonde. Et lorsqu'on dit moribond, c'est à l'article de la mort. Alors, est-ce que c'est si grave, et si oui, pourquoi? Oui. D'abord, c'est l'ensemble de la presse et des médias qui ont des difficultés aujourd'hui, conjoncturelles dues à la crise économique, comme je crois partout dans le monde, y compris ici au Canada. Je pense que ça n'est pas très différent. Et c'est vrai d'ailleurs que la nouveauté, c'est que, loin de ne toucher que la presse écrite, ces difficultés concernent aujourd'hui aussi bien les radios que la télévision, dans une moindre mesure, et pour des raisons de nature un peu différentes, mais l'ensemble du monde de l'information et des médias est aujourd'hui touché par cette crise. Alors pourquoi ai-je dit que la presse française écrite était moribonde? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas de parler de la presse de manière générale, car au contraire, il n'y a jamais eu autant de titres en France. Je dois même dire d'ailleurs que ils sont plutôt en progression et que la presse autre que la presse quotidienne fonctionne plutôt très très bien et se vend plutôt bien. En revanche, il y a un problème majeur sur la presse nationale quotidienne. Donc les grands titres, Libération, Le Monde, Le facile Figaro. à comprendre parce qu'il y a encore une cinquantaine d'années, il y avait une cinquantaine de titres nationaux. Aujourd'hui, il en reste à peine une dizaine, 4 que tout le monde connaît, que vous avez cités, Le Monde, Libé, Le Figaro, Le Parisien. Vous y ajoutez 2 journaux économiques, La Tribune et Les Échos, et puis 1 ou 2 journaux un peu moins connus, encore que très intéressants, comme La Croix. Mais au total,
L'ensemble de cette presse-là fait moins de 2 millions d'exemplaires par jour. Quand vous savez qu'au Japon, par exemple, le moindre journal tire à 6, 7, 8, 10, 15 millions d'exemplaires, qu'en Allemagne, la plupart des grands journaux, populaires certes, mais tirent à plus de 2, 3, 4 millions d'exemplaires. Et là, l'Allemagne est un bon point de comparaison parce que la population totale est identique. Légèrement supérieure à la France, Voilà. mais on est dans la même zone. Et en Grande-Bretagne, pareil. Ouais. En Grande-Bretagne, vous avez des titres qui tirent à 4 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est même pas un rêve, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France. Mais il faut savoir que les titres tournent entre 300 et 450 000, avec un Libé qui a une aura internationale remarquable et tout à fait méritée. Enfin, Libé tire à peine 150 000 exemplaires. Donc, pourquoi? Donc, je donne par point de comparaison, donc c'est moins que le quotidien La Presse à Montréal. Ah bah, De dire que Libération tire à moins que la Presse de Montréal, c'est quand même... Alors qu'ici, il y a 7 millions de personnes, contrairement à quoi 60 en France. oui. Je crois que c'est une des difficultés de la presse aujourd'hui. C'est pour ça que, quand je dis qu'elle est moribonde, j'emploie le terme volontairement. Comme vous le disiez vous-même, moribond, c'est aux portes de la mort, quand même. Bon, on s'en sort ou on s'en sort pas, mais... Et c'est vrai que culturellement, on a quand même beaucoup de mal à imaginer que dans un pays comme la France, des grands journaux nationaux, comme ceux que je viens de citer, puissent un jour ne plus exister, qu'on ne puisse plus acheter son journal quotidien au kiosque. En province, les journaux marchent pas mal, mais je parle de la presse quotidienne nationale. Bon. Et vous dites que c'est possible, et à quelle Et échéance? c'est possible. À mon avis, ça ne se fera pas. C'est possible parce que ça ne veut pas dire que ces journaux disparaîtraient. Ça veut dire que la totalité de leur production passerait directement sur le web. Oui. Bon, c'est possible. Je pense que pour les raisons culturelles que je disais, moi j'ai du mal à l'imaginer. En tout cas, pas la dizaine qui reste. Peut-être qu'il y en a encore un ou deux qui malheureusement auront beaucoup de difficultés, voire disparaîtront, mais pas la dizaine qui reste. Ce qui est sûr, malgré tout, c'est que et c'est culturel en France, et je crois que la France le paye. Pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile encore en France, en matière de presse et de crise économique, qu'ailleurs? Parce que, alors que la France est un pays de l'écriture, de la littérature, de l'écrit, il n'y a pas de vraie culture de la presse quotidienne dans ce pays. Ah, ça, c'est on n'a difficile jamais à croire. vendu... Eh ben, c'est comme ça. Il n'y a jamais... Vous savez, les plus gros journaux en France se sont vendus à 1 million, 1,5 million d'exemplaires. Après la guerre, le seul qui dépassait 1 million d'exemplaires, c'était France Soir. Et Le Monde, à l'époque, était à 300 000. Maintenant, il est à 300 000 ou 350 000. Peu importe, c'était à peu près les mêmes chiffres. Bon. Et pendant ce temps-là, vous avez des grands journaux, certes populaires, mais qui continuent de tirer à 4 millions en Europe. C'est ce que nous disions il y a un instant. Donc, il n'y a pas cette culture-là. Alors, comme il n'y a pas cette culture-là, eh bien, le fait que, il n'y ait pas suffisamment de vente au numéro. 2, que le journal est beaucoup trop cher, d'ailleurs. 3, qu'il n'y ait pas suffisamment de publicité, c'est dû à la crise, mais pas seulement à la crise. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de vente au numéro, donc il n'y a pas suffisamment de lecteurs. Et 4, il faut bien le dire, que ce sont des journaux qui ont des effectifs extrêmement importants, parce que ce sont des journaux qui produisaient beaucoup d'informations, produisaient beaucoup d'enquêtes, faisaient beaucoup de reportages, tous les journaux. Bon, très bien. Donc ils se retrouvent aujourd'hui avec des équipes très importantes. Et il n'y a plus de modèle économique pour ce genre de journaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois ne pas vendre, ne pas avoir de recettes publicitaires, et être en sureffectif, et imaginer un instant que ça puisse durer vraiment très très longtemps. Donc il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait des solutions. Alors pour l'instant, ce sont les groupes actionnaires qui soutiennent. À perte. À perte, qui soutiennent. Libé, qui est un journal de l'opposition identifié comme tel, qui s'assume comme tel à gauche, même s'il s'assume indépendant, etc. Bon, il appartient à un banquier à Rothschild. et qui perd de l'argent. Ouais. Bon, il en perdra pendant combien de temps, je n'en sais rien, ça n'est pas mon affaire. Simplement, effectivement, on voit bien que... Mais pourquoi fait-il cela? Ah bah ça, il faut lui demander, je n'en ai strictement aucune idée. En tout cas, c'est bien. C'est bien pour Libé. C'est bien pour Libé, oui. Hein, bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la presse française, elle dépend de quelques hommes et quelques groupes qui ont finalement droit de vie et de mort sur ces titres. Il suffirait qu'ils arrêtent de payer à perte pour que ces titres s'arrêtent. Et, dernière question avant que je passe la parole à Karim, mais et vous dites aussi que la presse française profite de soutien de l'État de toutes sortes de façons pour sa distribution. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de 44, oui. Voilà, depuis la fin de la guerre. Et que si demain l'État retirait ses soutiens, la presse écraserait.
Il y a un certain nombre de journaux, parce que je n'ai pas cité par exemple l'Humanité, l'organe du Parti communiste, c'est un journal, j'ai cité La Croix, etc. Il y a des journaux... Cette aide de l'État, elle consiste essentiellement dans des facilitations pour le portage, la vente, l'acheminement, la poste, puis des subventions, la distribution, etc. Bon. Cette aide, elle n'est pas suffisante permettre à la presse de gagner de l'argent, et on se battait pour ça. Elle est tout juste suffisante pour permettre à la presse de ne pas mourir. Ce que je crains simplement, c'est que, compte tenu de la situation économique de ces journaux, très rapidement, ce soit insuffisant. Et que soit on augmente ces aides, soit on envisage d'autres solutions. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que on ne pourra pas rester durablement dans cette situation de perte pour l'ensemble des médias. Karim ? Oui, merci Jean-François. Merci M. Lemierre d'être avec nous aujourd'hui. L'école de journalisme de Columbia, qui est une école très célèbre, a produit un rapport récemment prenant à bras-le-corps, si je puis dire, cette crise des médias, des journaux écrits en particulier, auquel on a fait référence, dans lequel il disait qu'il fallait complètement changer de modèle économique, puisqu'évidemment l'information passera par le web, et on est habitué à la gratuité sur le web. Alors il proposait notamment de transformer les entreprises de presse en entreprises à but non lucratif, et aussi d'associer les universités aux entreprises de presse pour faciliter, je suppose, la rédaction d'articles ou la diffusion d'informations. Et aussi même, disait-on, de faire appel à des blogueurs pour assurer la diffusion des informations locales. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Il y a plusieurs questions dans votre question globale. La première, j'ai une réponse qui est quasiment toute faite et qui va exactement à l'opposé de ce que paraît proposer l'Université de Columbia. Quand elle dit qu'il faudrait aller vers des structures à but non lucratif, la presse française, pour une part, en vient. En particulier, des journaux comme Le Monde, voire comme Libé, dont le but affiché n'était pas de gagner de l'argent. C'était de faire des grands journaux d'information, libres, indépendants. Et d'ailleurs, ils n'ont cessé, ces journaux, en particulier Le Monde, mais Libé aussi, d'essayer de se donner des structures qui se protégeaient contre les interventions extérieures, avec plus ou moins de succès. Bon. Or, que se passe-t-il? Vous avez bien vu que, justement, compte tenu des difficultés économiques structurelles qui touchent ces journaux, il s'est passé absolument l'inverse. C'est qu'ils sont partis de là pour arriver, au contraire, à un actionnariat financier relativement classique. Alors après, dans des conditions différentes selon les journaux, qui peut rester ou doit rester minoritaire, qui a plus ou moins de possibilités d'intervention, notamment sur le contenu éditorial, etc. En principe, pas d'intervention, mais bon. Mais Lagardère est rentré et puissamment au journal Le Monde et d'autres. Jean-François l'a dit à l'instant, c'est Rothschild qui est le quasi-propriétaire, l'un des banquiers Rothschild, qui est le quasi-propriétaire de Libé. Ça n'empêche pas d'ailleurs de Libé de faire son travail comme il l'entend, etc. Mais il faut dire les choses crûment. Aujourd'hui, Rothschild dirait, bon, ben moi j'arrête tout, j'en ai assez de perdre de l'argent, etc. Libé serait dans une situation impossible et ne retournerait certainement pas vers la situation que vous évoquez d'une structure à but non lucratif, alors que précisément elle a besoin de beaucoup d'argent. Voilà. Alors, si on se tourne vers l'avenir, on sait que, bon, déjà, tout le monde est en transition. Les grands quotidiens ont des sites Internet. Ce sont des points d'entrée. Doivent-ils être payants? Doivent-ils ne pas être payants? Où en est la réflexion dans les journaux français sur la question de savoir, on ne peut pas donner notre information complètement sur Internet alors qu'on essaie de la vendre au kiosque. Il faut trouver une source de revenus. Qu'en est-il? Alors, d'abord un point auquel je tiens beaucoup. Je parle de la presse écrite que je connais bien parce que j'en parle souvent à mes confrères, mais moi je rappelle que j'ai travaillé dans la presse écrite, mais j'ai d'abord été un dirigeant de l'audiovisuel, et un tout petit mot très, très bref pour dire que la situation n'est pas du tout la même, mais on voit bien que la multiplication des chaînes de télévision, des chaînes de radio, l'émergence très puissante du web, avec une publicité de plus en plus présente sur le web, rend les situations de ces radios et de ces chaînes de télévision beaucoup plus difficiles que ça n'était encore le cas il y a 3 ou 4 ans. Je pense d'ailleurs que dans des paysages audiovisuels comme le paysage français,
il y aura des morts. C'est-à-dire que les grandes chaînes généralistes souffrent actuellement sur le plan financier parce que la publicité rentre beaucoup moins bien qu'avant. Et sur les chaînes de la TNT, puisque la TNT permet à chaque Français aujourd'hui quasiment d'avoir une vingtaine de chaînes. Oui, pour que nos auditeurs ne pensent pas que c'est de la dynamite. Hein, ce sont les réseaux c'est un moyen numériques. de diffusion numérique terrestre. Hein, TNT, donc, qui arrive sur l'écran télé du consommateur. Mais... Voilà, absolument. Pourquoi ça n'existe pas au Canada? Non, on ne dit pas ça comme ça. Bon, très bien. Bon, c'est un moyen de diffusion numérique et qui permet pratiquement à chaque foyer français d'avoir une vingtaine de chaînes gratuites, ce qui est tout à fait récent, ce qui d'ailleurs n'est pas encore complet pour tout le monde. Et, mais on voit bien que sur ces chaînes, par exemple, il y en a énormément qui aussi devront être revendus, passer la main, etc., parce qu'elles n'auront pas de modèle économique. Donc, ce que je veux dire, et j'y tiens beaucoup, c'est que ça ne concerne pas que la presse écrite, la difficulté dans laquelle se trouve actuellement l'information et les médias. Et je vous relance aussi sur l'audiovisuel, parce que je vous ai entendu dire que même le nombre de Français qui écoutent les deux grands journaux télévisés, celui de TF1 que vous dirigez et celui de France 2, en fait, a baissé considérablement juste au cours de la décennie. Au cours de la décennie, au cours des 3 dernières années, vous voulez dire. Ah oui. Ah oui, donc au cours des 3 dernières années. Écoutez, en gros, chaque soir, pendant une vingtaine d'années, depuis la privatisation de TF1 jusque dans les années 2007-2008, il y avait à peu près entre 9 et 10 millions de téléspectateurs pour le journal de la Une, tous les soirs. Ça montait parfois à 12, notamment pendant les week-ends, mais tous les soirs. Bon. Et il y avait entre 4,5 et 5,5 millions, parfois 6, mais 5,5 millions pour son concurrent, la 2, presque la moitié. Enfin, bon. Au total, faites le compte, c'était plus de 15 millions, c'était entre 15 et 16 millions tous les soirs. Aujourd'hui, on est à peine plus de 11 millions, entre 10 et 11 millions. Donc une perte du tiers à peu près. Une perte du tiers en 3-4 ans maximum. C'est très très important. Or, comme c'est toujours le cas quand un journal disparaît d'ailleurs, là en l'occurrence, les téléspectateurs qui ne regardent plus le journal ne vont pas ailleurs. On ne sait pas où ils vont. Moi, je pense qu'ils vont pour l'essentiel sur le web. Et puis, ils ont autre chose à faire dans la vie. Ce que je constate objectivement, c'est qu'il y a une perte très importante de l'audience des grandes généralistes en matière d'information. Pas seulement compensée par les chaînes d'info continue, mais à mon avis, essentiellement compensée par la multiplicité de l'information que l'on trouve sur le web notamment, qui est à disposition en permanence, qui a à la fois une image de fourre-tout pas très fiable, pas très crédible, mais qui en même temps a l'image d'une liberté qui permet d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas sur les grands médias nationaux. Bon, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, c'est l'image. Pour répondre à votre question que vous posiez sur les modèles que doivent avoir le web en matière d'information, on voit bien que les grands journaux, par exemple, comme Le Monde, Libé, Le Point et d'autres, ont hésité entre deux modèles. Un modèle tout gratuit, c'est-à-dire que vous mettez la totalité de votre journal écrit sur le web, à disposition, gratuitement. Dans ce cas, c'est suicidaire, parce que bien évidemment... en espérant que la publicité qui est sur la page web... Vous avez raison, mais nous n'y sommes pas, et donc c'est suicidaire, parce que vous ne vendez plus un numéro du journal. Donc, bon, très bien. Et puis, il y avait l'autre possibilité, qui était l'inverse, qui était de faire payer l'accès au web pour avoir le journal dans son intégralité, comme on l'achète au kiosque, quasiment au prix du kiosque, avec moins 20%, moins 30%. Certains ont essayé, et ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas payer pour avoir un journal qui était le même que dans le kiosque, etc. Et donc, au fond, la plupart de ces grands sites ont trouvé un modèle moyen, qui est un mixte des deux, une synthèse, dont ils disent qu'ils espèrent que ça sera performant dans les années qui viennent. C'est un mixte entre une part de gratuité, notamment avec une page d'accueil, avec quelques articles choisis qui donnent envie, et puis une part de payant qui est le reste du journal, et qui là est payé par abonnement, mais à des coûts qui n'ont rien à voir avec le prix du journal. Et apparemment, Le Monde, Libé, considèrent que ce sont des modèles qui, à l'avenir, s'ils s'y rajoutent la pub, seront viables. Je pense que les sites de télévision iront également dans ce sens-là. Karim ? On se demande si la crise actuelle qui frappe les médias en France et ailleurs n'a pas aussi un effet finalement sur le contenu même. À savoir que les grands groupes financiers derrière ces médias ont peur de faire fuir
l'annonceur. Et par conséquent, on a l'impression de lire peut-être toujours la même nouvelle. Est-ce que ça n'a pas aussi ce n'est pas non plus une raison qui explique peut-être la désaffection? Une sorte de consensus mou qui... Je retiens assez cette idée du consensus mou et du fait qu'en période de crise, paradoxalement, effectivement, la peur de déplaire peut donner une information un peu tiède, un peu molle. Ça, ouais. Et du coup, le web notamment, dans sa dureté, parfois sa fausseté, mais enfin il faut savoir faire le tri, peut apparaître comme beaucoup plus intéressante, beaucoup plus alléchante, beaucoup plus séduisante et informative que les grands médias dans leur ensemble. Ce que vous dites, moi, me permet de dire une chose très précise. Il n'y a pas de mystère. Pour intéresser, il faut un contenu intéressant. Et avant de réfléchir sur les tuyaux, ça, parlons du contenu. Alors, la pire chose à faire, c'est de réduire le nombre de journalistes. Mais en tous les cas... Ou le budget d'enquête. En tous les cas, la pire chose à faire, c'est d'oublier que un journal, une chaîne de télévision, une radio, c'est intéressant si le contenu est intéressant. Et que les choix doivent d'abord être des choix du contenu qui permettra de faire de l'audience, d'attirer des lecteurs, d'attirer des auditeurs, et pas seulement de se dire ça va me coûter cher, ça va pas me coûter cher. Et moi, ma seule crainte, mais fondamentale, c'est que l'économique l'emporte totalement sur l'éditorial, pour ce qui concerne la presse, aussi bien d'ailleurs à la radio, à la télévision, que dans la presse écrite. Le fait qu'aujourd'hui, on ait pu, jusqu'à présent, maintenir une information de qualité, malgré les difficultés économiques, mais qu'on voit bien qu'on est en train de basculer là, c'est que les managers à la tête des journaux, soit étaient eux-mêmes des journalistes, soit s'entouraient de journalistes. C'est vrai aussi pour les chaînes de télévision, c'est ce que j'ai connu, moi, à TF1, pendant une vingtaine d'années. Il y avait un manager brillant, le patron, Patrick Lelay, et puis deux collaborateurs et beaucoup d'autres, mais en tous les cas, les deux principaux, qui étaient des journalistes et qui pensaient contenu. Oui, mais c'est Patrick Lelay, c'est celui qui a dit que donc la télévision, c'est de préparer le cerveau. Il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit ça. Oui, mais il n'a pas dit ça. Complet. Alors, il a dit n'a pas dit que ça. Préparer, rendre le cerveau du téléspectateur disponible pour la prochaine publicité de Coca-Cola. Oui, oui. Alors, vous abondiez dans ce sens lorsque vous discutiez avec lui ou plutôt non? Je pense que... je ne sais pas que j'abonde dans son sens, mais... Parce que je pense que c'est un très grand patron et que d'ailleurs il a fait la preuve pendant 20 ans qu'il savait diriger la chaîne TF1 avec les qualités et le talent qu'il avait. Il a exprimé d'une manière qui peut paraître totalement maladroite une réalité, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des programmes uniquement pour regarder la publicité, mais il s'agit de faire des programmes qui permettent aux annonceurs d'être intéressés par faire de la publicité sur la chaîne. Bon, voilà, c'est très différent. La formule était... En tout cas, la formule, elle a fait le tour du monde. Donc déjà absolument, oui, tout à fait. Oui. C'est déjà pas mal. Non, ce que je veux dire, honnêtement, par contre, et là, vraiment, moi, j'y crois beaucoup, c'est un combat, le dernier peut-être que je mènerai, c'est que il faut que les médias, écrits, parlés, télévisés, et le web même, soit fait par des professionnels du contenu qui doivent être des managers, qui doivent en permanence ne jamais oublier que l'information a un coût, que l'information a un prix, mais qu'il faut savoir aussi y mettre le prix pour ensuite éventuellement gagner plus encore. Voilà. Donc, nous ne sommes pas tous des journalistes à ce moment-là, parce qu'on dit de plus en plus que les blogueurs sont des journalistes et qu'il y a une sorte de crise du statut. Oui, mais donc il y a encore un professionnalisme. Ah, mais non seulement il y a encore un professionnalisme, mais moi je pense, et vous verrez sur le web, ce qui sauvera la... le web va s'auto-réguler parce que justement, la qualité première d'un journaliste, vous savez, il y a quand même, le journalisme, il a des règles de base, c'est l'humilité devant l'info, le doute devant l'info, la capacité de synthèse devant l'info, la capacité de recul. Bon, ce sont des vraies règles qu'on doit absolument appliquer si on veut faire du journalisme. Je pense que sur le web, certains les appliquent, d'autres pas. Alors c'est ça toute la difficulté, parce que le blog, c'est souvent du commentaire et que du commentaire. J'ai rien contre. Nous avons des blogs au Sérium, j'en tiens à l'actualité, mais il faut que quelqu'un soit payé pour lire des documents, interroger les suspects et les témoins et nous dire ce que certains décideurs ne veulent pas que l'on sache. L'information. Et ces gens doivent être payés à temps plein pour le faire. Oui, mais c'est
une forme du métier, c'est l'investigation. Vous la trouvez dans la presse écrite, vous la trouvez... Et là, vous allez de plus en plus la trouver sur le web, à la condition que ce soit une vraie investigation. Oui, mais il faut payer. Il faut que quelqu'un soit payé pour faire ça sur le web s'il ne le fait pas dans une salle de rédaction. De toute façon, moi, je pense que les transferts vont se faire avec des rédactions entières qui vont se structurer, s'installer sur le... Il y en a déjà un certain nombre. En France, il y en a déjà un certain nombre. Malheureusement, pour l'instant, en France, elles aussi perdent de l'argent. Je pense à Mediapart, d'Edoui Plenel, l'ancien directeur de la rédaction du Monde. Je pense à Rue 89, de Aski, l'ancien journaliste de Libé, à Bakchiche. Bon, ce sont des sites qui sont des vrais journaux, des vraies rédactions de qualité, qui travaillent, qui ont des critères journalistiques. Pour l'instant, ils perdent de l'argent. Mais je pense que la pub arrivant sur le net, un certain nombre de ces sites vont finir par être rentables. Mais ceux qui demeureront, c'est ceux qui feront la preuve de leur crédibilité, de leur fiabilité et de leur sérieux. C'est ce que j'appelle l'autorégulation. Si vous consultez un site d'information, et si régulièrement vous vous apercevez qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils n'ont pas vérifié, vous n'y retournerez plus, et il mourra de sa belle mort. Donc je crois à cette autorégulation. Elle va prendre un certain temps. Nous sommes dans une période de grand désordre sur le net. Mais de ce grand désordre va naître un nouvel ordre, qui sera un ordre journalistique, enfin pas au sens ordre journalistique, qui sera du vrai journalisme. Et ce vecteur de l'information, qui est le web, loin d'être le petit dernier, risque, à mon avis, d'être le premier dans les années qui viennent. Robert Namias, merci beaucoup pour ces réponses, ces éclaircissements. On a parlé de journalisme, on a aussi parlé d'argent. Ça vous a inspiré votre choix musical? Quel est-il? C'est un petit clin d'œil, d'abord un peu ancien, très ancien même, mais qui me fait sourire, parce qu'effectivement, la presse a un problème d'argent. Donnons-lui de la monnaie, et en l'occurrence, monnaie de Pink Floyd. Merci beaucoup, Karim Benyakleff, merci d'avoir été là. Merci. Et nous écoutons, grâce à Robert Namias, ancien directeur d'info à TF1 et maintenant à Publicis, Pink Floyd, interprété Money. Nous sommes de retour à Planète Terre pour discuter de recension cette semaine avec mon collègue Karim Benyakleff qui a lu pour nous une brique Too Big to Fail, donc trop gros pour pouvoir faire faillite. Hein? Bon, ça Voilà. Andrew Ross Sorkin, qui est un journaliste d'enquête du New York Times. Alors, vous avez beaucoup aimé. Pourquoi? C'est un livre assez fascinant parce que Andrew Sorkin a eu un accès absolument exceptionnel aux maîtres du monde de Wall Street, comme les appelait en se moquant d'eux Tom Wolfe, c'est-à-dire les présidents de Goldman Sachs, de Citigroup, de JP Morgan, et en même temps aussi aux acteurs publics qui étaient aussi présents. Remettons-nous un peu dans cette période il y a un an, l'automne 2008, Lehman Brothers vient de tomber, une banque d'affaires centenaire, qui était un acteur majeur de Wall Street. Les banquiers sont paniqués. Alors, il nous fait le récit des négociations entre les banquiers et l'État, représentés par Hank Paulson, qui était le secrétaire au Trésor à l'époque de Bush. De Bush, et qui était lui-même un ancien de Goldman. Un Goldman Sachs, évidemment, un président. Alors, aux États-Unis, on parle beaucoup du inbreeding. Alors là, dans ce livre-là, c'est assez clair. Geithner, qui est président de la Réserve fédérale à New York, qui est aussi, à l'époque, et secrétaire de Barack Obama au Trésor aujourd'hui. Alors, ils sont paniqués, donc, comme je le disais, et à ce moment-là, ils appellent l'État, et l'État leur dit, écoutez, négociez entre vous, essayez de vous racheter ou de faire une fusion ou quelque chose comme ça, parce que les liquidités fondent. Ce que les banques d'affaires appellent le tank, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans mon in my tank. Alors par exemple, leur réserve. Leur réserve. Ouais. Morgan Stanley avait par exemple à un moment donné 178 milliards en réserve. En l'espace de 24 heures, ils perdent 20 milliards parce que les managers des hedge funds ont peur, réclament l'argent. Alors là, on essaie de les raisonner, mais il ne faut pas trop essayer de les raisonner parce qu'à ce moment-là, ils se disent est-ce que Morgan Stanley a manque de liquidité? Et alors là, évidemment, la panique à ce moment-là. C'est comme si tout le monde se présentait au guichet de la banque pour retirer son argent en même temps. Il n'y a pas assez d'argent dans la banque pour honorer tous ces retraits. C'est ce qui se passe avec les managers de fonds. C'est exactement. Toutes les grandes banques d'affaires, Morgan Stanley et compagnie, sont confrontées à cette réalité. Et c'est donc la panique totale parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir à terme. D'où l'idée de commencer à développer peut-être des alliances, des achats, des rachats, etc. Tant et si bien que, par exemple, la China Investment Corporation, un fonds souverain chinois,
François, qui détenait déjà à l'époque à peu près 10% de Morgan Stanley, sentant la bête blessée, approche Morgan Stanley, il lui dit « Je suis prêt à vous octroyer une ligne de crédit de 50 milliards de dollars. » Wow, 50 milliards! 50 milliards de dollars, une ligne de crédit pour pouvoir faire face à vos obligations, parce que les investisseurs veulent le remboursement. Mais en échange, je vous rachète 49% de la société pour 5 milliards de dollars. Alors Morgan Stanley dit, écoutez, on vaut 40 milliards. Non, vous ne les valez plus. Ben oui, c'est ça. On ne les valait plus. Voilà. Alors voilà, c'est un... Mais ils ont dit non. Ah oui, finalement, le deal, si vous me passez l'expression, ne s'est pas fait. Donc les Chinois auraient été propriétaires d'une des grandes banques américaines. Une des grandes banques d'affaires américaines, une des plus grandes. Alors on sent très bien... alors les patrons couchent au bureau, dorment au bureau, mangent au bureau, ils sont toujours au bout du fil, et les politiques les harcèlent littéralement en leur disant « Alors, est-ce que vous avez parlé à Wachovia? Est-ce que vous avez parlé à Citigroup? Est-ce que vous parlez à Merrill Lynch ?» Alors, alors évidemment, il y a les haines classiques, les rivalités qui doivent être mises de côté, etc. Et on s'aperçoit que dans cette équation générale, que Goldman Sachs est la grande banque d'affaires qui a fourni je ne sais pas combien de secrétaires au Trésor, et ça a été l'objet de débats dans la presse américaine, vous le savez Jean-François, où on a justement dit est-ce que Goldman Sachs n'est peut-être pas trop proche du parti du pouvoir, et certains disent que si Goldman Sachs n'est pas tombé, c'est parce que Paulson, son ancien patron, était secrétaire au Trésor. Bon, parce qu'on a l'impression que toutes ces grandes banques étaient en train de s'écrouler à l'automne 2008, que Goldman Sachs est celui qui résistait, et pourquoi est-ce que Goldman Sachs est si riche aujourd'hui? C'est parce que ses concurrents ont disparu, mais ce que vous me dites, c'est que dans ce livre, Sorkin explique que non, Goldman Sachs aurait très bien pu tomber à la place de Lehman Brothers ou en plus de Lehman Brothers. Ou en plus de Lehman Brothers. Quand Lehman Brothers tombe, tout est possible. Morgan Stanley tremble, le Goldman Sachs tremble tout autant, tous les acteurs tremblent parce que certains se sont aperçus qu'ils ont des positions, comme ils disent dans le domaine, dans le milieu, chez Wachovia par exemple, qui a par exemple 120 milliards de dollars dans le marché hypothécaire, dans les fameux subprimes. Or, Morgan Stanley va devoir rembourser. Goldman Sachs va devoir rembourser. Et on sait que ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien, et ils en sont les grands détenteurs aussi. Alors donc, c'est pour ça que leur tank fond, évidemment, et qu'en même temps, leur exposition, pardon, j'allais parler de exposure, mais leur exposition au risque a augmenté de manière dramatique, d'où la recherche absolument folle d'investissement, de liquidité chez les Chinois, chez les Japonais. Tout le monde tape à la porte pour pouvoir avoir une partie de la bête. Karim, est-ce qu'il y a un moment où ces dirigeants de banque se posent la question des erreurs qu'ils ont commises pendant la bulle? Est-ce qu'ils disent on n'aurait pas dû faire ça parce que maintenant on est en train de faire un trou dans le système économique mondial? Et on pourrait s'y attendre. On pourrait se dire dans toutes ces pages à un moment donné, est-ce que finalement on n'a pas fait, on n'a peut-être pas été un peu trop loin avec la création de ces instruments de crédit que personne ne comprenait, même pas les banquiers eux-mêmes. Mais justement, c'est ce qui est le plus troublant, Jean-François, dans cette affaire. Pas une seule fois des regrets sont-ils exprimés. C'est vraiment vouloir sortir de ce trou, de cette difficulté, en essayant, comme je disais, en se basant sur la réputation, d'aller chercher de nouvelles liquidités ou en essayant de racheter des concurrents. Mais jamais l'ombre d'un regret en disant peut-être qu'on a fauté, etc. Toujours essayer de régler le problème. Et ce qui est très troublant, c'est cette absence de remords ou d'auto-examen sur les fautes commises. Et finalement, on s'aperçoit que comme l'État est assez présent, ça nous prouve une chose, c'est que la régulation par l'État demeure encore très importante. L'État demeure un joueur important de l'économie, malgré tout ce qu'on nous a dit dans les 20 dernières années sur son retrait, etc. Il est important, et la régulation globale à laquelle on fait référence par le G20 demeure aussi importante. Tout ça est évidemment embryonnaire, mais on espère que cette régulation va se survenir pour imaginer justement un après-crise. Et ça m'amène justement à parler de cet ouvrage que vous avez dirigé avec Éric Monti, Jean-François, Imaginer l'après-crise, piste pour un monde plus juste, équitable et durable, qui s'inscrit parfaitement un peu dans la suite de cette aventure de Too Big to Fail. Dans quel contexte, avec quel objectif s'est écrit cet ouvrage? Alors, comme vous le savez, Karim, au 5e anniversaire du Cerium en avril, Lionel Jospin est venu donner une grande conférence sur la crise, ses causes et des pistes de solutions. Et c'est d'ailleurs, il a repris son texte et c'est le texte qui ouvre ce livre. Et ensuite, il est resté avec nous un certain nombre de chercheurs du Cerium, mais aussi des collègues, Gilles Dosteller de l'UQAM, Arthur Goldhammer de Harvard, George Ross de Brandeis, et qui est ici aussi, pour discuter de la crise, la gauche, la sortie de crise, comment est-ce qu'on peut imaginer des pistes de sortie. Et toute la journée,
journée dans un séminaire où on était une vingtaine. Chacun des experts a présenté une partie de ses réflexions. M. Jospin a réagi. Et de cette conversation-là, à la fin de la journée, on s'est dit, bon, ben, il y a assez d'idées ici pour pouvoir les mettre en forme et écrire un bouquin collectif. Et donc, voilà, depuis avril jusqu'à la fin août, nous avons travaillé chacun de notre côté sur des textes. Éric Monpetit et moi, nous avons revu ces textes-là. Moi, j'ai fait une partie importante, la deuxième partie, qui pose la question du capitalisme. Parce qu'à travers tout ce débat, depuis cette crise financière, certains disent, ben, le problème, c'est le capitalisme. Et en fait, oui, c'est une partie du problème. La logique interne du capitalisme, comme le dit Michael Moore dans son documentaire, c'est pas une logique de conservation de la planète, c'est pas une logique de distribution des ressources, c'est une logique de maximisation de la richesse, mais aussi de concentration de la richesse. Bon, alors je me suis dit, moi, donc je vais parler de ma partie à moi, d'abord, il y a Jospin. Ensuite, Éric Monpetit, Dostalaire et Martial Foucault analysent l'impact de la crise sur la façon dont on pense l'économie. Ensuite, d'autres collègues, dont Paul Bernard, réfléchissent à la façon de modifier les programmes sociaux compte tenu de la crise. Ensuite, Pascal Dufour, politologue ici, qui est une spécialiste des altermondialistes, écrit un papier très intéressant où elle dit, bon, les altermondialistes avaient raison dans leur critique du système financier. Maintenant, que disent-ils sur par quoi le remplacer? Et puis, moi, je me suis dit, je vais essayer de passer en revue ce qui existe dans la littérature récente, dans toutes ces propositions qu'on a eues depuis un an, sur sortir du capitalisme. Est-ce possible? À quel coût? De quelle façon? Ou réformer le capitalisme? Et dans ce cas-là, dans ces propositions de réforme, qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est vraisemblable? Et j'ai essayé de faire une synthèse de généraliste. Moi, je ne prétends pas à une érudition ni économique ni sociale, mais comme généraliste, de dire, bon, ben, il y a un certain nombre de pistes qui, si elles étaient proposées activement au G20, et ça, le G20, c'est un énorme acquis historique parce que maintenant, on a un comité de pilotage de l'économie mondiale, pourraient nous amener, je ne pense pas à sortir du capitalisme, mais à le transformer et, en un certain sens, le dépasser. Alors, comment? Ben, pour ça, il faut se procurer le livre. Oui, ben, tout à fait, absolument. Et la solution de sortir du capitalisme va prendre certainement du temps. Certainement du temps, mais le temps nous est compté si on veut modifier la façon dont on conçoit la richesse à temps pour ne pas subir les conséquences écologiques et de biodiversité que cette construction est en train de faire planer comme risque sur nos têtes. Alors, pour terminer cette conversation, nous avons tous les deux pensé à une plage musicale. Oui, tout à fait. Une chanson d'un chanteur qui vient de décéder, je crois, il y a quelques mois, Alain Bachung. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Voilà. Alors, il y a quelques petites entreprises, peut-être, qui ne connaissent pas la crise. Alors, Karim, merci. Je rappelle le titre du bouquin dont vous avez parlé. Too Big to Fail, d'Andrew Ross Sorkin. Ça sort des presses aux éditions Viking. Et imaginez l'après-crise, co-dirigé par Éric Monpetit et moi-même, qui est en librairie en ce moment. Et nous écoutons Alain Bachung. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe des trésors satinés, dorés à souhait. Voilà, c'est vraiment la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez revoir cette émission, voir les liens vers les livres, les documentaires dont on a parlé, vers les biographies des intervenants à l'émission, allez sur notre site serium.ca. Vous y verrez également les annonces pour des conférences publiques à venir, dont la conférence à laquelle je vous convie le mardi 18 novembre à 16h. Vous allez rencontrer certains des auteurs du nouveau livre du Serium, Imaginez l'après-crise. Merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognian Guerriev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Après 3 ans d'école d'été, ben, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.